Le 17 janvier 1941. Marseille, France. La pluie hivernale tombait à verse sur le vieux port, tambourinant sur les pavés d'un rythme qui masquait les pas et étouffait les voix. Dans un appartement exigu de la rue Roux de Brignoles, une femme belge de 30 ans, André de Jonghe, était assise à une table en bois, ses doigts traçant des lignes sur une carte des Pyrénées dessinée à la main. L'unique lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres qui dansaient sur son visage déterminé. Dehors, la ville dormait sous le regard vigilant de la police de Vichy et des informateurs allemands. Dedans, elle calculait ce qui aurait semblé impossible à toute personne raisonnable. Comment faire passer clandestinement des aviateurs alliés à travers 1000 kilomètres de territoire occupé, par-dessus l'une des chaînes de montagnes les plus dangereuses d'Europe et vers l'Espagne neutre. La carte devant elle était rudimentaire, esquissée de mémoire et à partir de renseignements chuchotés. Elle ne montrait aucune route, seulement des sentiers, connus des bergers et des contrebandiers. Les cols et les passages étaient marqués de petites croix, certaines indiquant des routes sûres, d'autres marquant des endroits où les patrouilles frontalières avaient concentré leurs efforts. Elle n'avait jamais gravi ces montagnes. Elle n'avait aucune formation militaire, aucune autorisation officielle, aucun financement au-delà de ce qu'elle pouvait mendier ou emprunter. Ce qu'elle possédait était quelque chose de bien plus dangereux que des armes ou de l'argent. Une conviction inébranlable que chaque jeune homme abattu au-dessus de l'Europe occupée méritait une chance de rentrer chez lui, et l'audace de croire qu'elle pouvait l'offrir. La cigarette entre ses doigts s'était consumée en cendres. Elle le remarqua à peine. Dans 3 jours, elle ferait sa première traversée, guidant un sergent écossais et un pilote canadien à travers les Pyrénées jusqu'en Espagne. S'il réussissait, cela prouverait que son plan, rejeté par les officiers du renseignement britannique comme le fantasme d'une jeune fille idéaliste, pouvait réellement fonctionner. S'ils échouaient, tous 3 risqueraient probablement l'exécution. La Gestapo avait clairement énoncé sa politique. Quiconque aidait des combattants ennemis serait fusillé, ainsi que sa famille. La pluie continuait sa percussion contre la fenêtre. Quelque part dans l'obscurité, une cloche d'église sonna 2 heures du matin. André de Jonghe éteignit la cigarette et commença à écrire une lettre qu'elle n'enverrait jamais, adressée à son père à Bruxelles. Elle y expliquait ce qu'elle était sur le point de tenter, non pas parce qu'elle s'attendait à ce qu'il la reçoive, mais parce qu'elle avait besoin d'articuler pour elle-même pourquoi cela valait la peine de mourir. La lettre parlait de devoir, de conscience, du simple fait mathématique que des pilotes entraînés étaient des atouts irremplaçables dans une guerre que la Grande-Bretagne était en train de perdre. Mais sous le raisonnement pratique, un courant plus profond s'écoulait. La conviction fondamentale que dans un monde descendant dans la barbarie, les actes individuels de défi comptaient, qu'une seule personne, avec rien d'autre que du courage et une carte, pouvait changer le cours de l'histoire. Elle n'avait aucun moyen de savoir que sa filière d'évasion rudimentaire allait finalement sauver plus de 300 aviateurs alliés. Elle ne pouvait pas prévoir que le réseau qu'elle était sur le point de créer deviendrait l'une des filières d'évasion les plus efficaces de toute la guerre, s'étendant de Bruxelles à Gibraltar, opérant sous le nez de la Wehrmacht, de la Gestapo et de la police de Franco. Elle ne savait pas que le renseignement britannique donnerait finalement à son opération le nom de code Comet, ou que les survivants parleraient d'elle pour le reste de leur vie comme de la personne la plus courageuse qu'ils aient jamais rencontrée. Tout ce qu'elle savait, en cette nuit de janvier noyée par la pluie, c'est qu'elle devait essayer. L'appartement était froid. Elle resserra son manteau et retourna à la carte, mémorisant les contours de montagnes qu'elle n'avait jamais vus, se préparant pour un voyage qui allait tester non seulement son endurance, mais les limites même de ce qu'une femme déterminée pouvait accomplir quand tout le reste avait échoué. Pour comprendre pourquoi André de Jonghe était assise seule à Marseille, traçant une voie d'évasion que les professionnels militaires considéraient comme suicidaire, il faut revenir à l'été 1940. En 1940, lorsque le monde observa avec horreur l'impossible devenir réalité. En 6 semaines de combats qui pulvérisèrent toutes les hypothèses sur la guerre moderne, l'Allemagne nazie avait conquis la France. La victoire fut si rapide, si totale, qu'elle sembla défier les lois de la science militaire. L'armée française, considérée par beaucoup comme la meilleure d'Europe, s'était effondrée. Le corps expéditionnaire britannique avait fui de Dunkerque à travers la Manche, abandonnant la majeure partie de son équipement.
Le 22 juin 1940, la France avait signé un armistice qui divisait le pays en zones occupées et non occupées, transformant l'une des grandes démocraties d'Europe en un État client du Troisième Reich. Pour la Belgique, la catastrophe s'était produite encore plus vite. La Wehrmacht envahit le 10 mai 1940. Et 18 jours plus tard, le roi Léopold II capitula. La rapidité de l'effondrement laissa les civils sidérés, incapables de comprendre à quel point leur monde avait été bouleversé. Bruxelles, qui avait enduré 4 ans d'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale, se retrouva une fois de plus sous la croix gammée. Mais cette occupation serait différente, plus systématique, plus idéologique et infiniment plus brutale. André de Jong, appelé Dédé par ses amis et sa famille, était la fille d'un instituteur belge nommé Frédéric de Jong. Elle avait suivi une formation d'artiste commerciale et d'infirmière, envisageant une carrière tranquille à concevoir des publicités ou peut-être à enseigner, ce genre de vie professionnelle modeste qui convenait à sa nature réservée. La guerre pulvérisa ses projets comme elle pulvérisa tout le reste. Lorsque la Belgique tomba, elle avait 24 ans, était célibataire et vivait avec ses parents dans la banlieue bruxelloise de Schaerbeek. Rien dans son passé ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des opératrices de résistance les plus efficaces de toute la guerre. Mais l'occupation révéla en elle quelque chose que la paix n'avait jamais exigé. Une capacité de clarté morale qui frôlait l'absolu. Elle regarda les soldats allemands défiler dans Bruxelles, regarda les collaborateurs prospérer tandis que les patriotes étaient arrêtés, regarda le mécanisme de l'oppression s'installer sur son pays comme une couverture suffocante. Et elle décida, avec le genre de certitude qui ne nécessite aucune délibération, qu'elle riposterait par tous les moyens possibles. La question était comment ? Elle n'avait pas d'armes, pas de formation militaire, pas de connexion avec les réseaux de résistance existants. Ce qu'elle avait, c'était une formation d'infirmière et une prise de conscience croissante que des aviateurs alliés étaient abattus de plus en plus fréquemment au-dessus du territoire occupé. La Royal Air Force menait des raids de bombardement sur l'Allemagne et l'Europe occupée, et les pertes étaient stupéfiantes. Rien qu'en 1940, le commandement des bombardiers perdit plus de 1400 appareils. De nombreux équipages furent tués dans les accidents, mais un nombre significatif survécut, s'éjectant au-dessus du territoire hostile, parachutés dans les forêts et les terres agricoles, traqués par les patrouilles de la Wehrmacht et les collaborateurs locaux. Ceux qui avaient échappé à la capture immédiate se trouvaient dans une situation désespérée. Blessés, désorientés, incapables de parler la langue locale, ils n'avaient aucun moyen d'atteindre un territoire neutre par eux-mêmes. La frontière espagnole était à plus de 1000 km. Sans aide, la recapture était inévitable. Une fois capturés, ils passeraient le reste de la guerre dans des camps de prisonniers de guerre, leur formation et leur expérience perdue pour la cause alliée. D'un point de vue stratégique, cela représentait un gaspillage énorme. Entraîner un pilote de bombardier nécessitait près d'1 an et coûtait environ 10 000 livres sterling, à l'époque une somme colossale. Chaque pilote qui pouvait être ramené en Grande-Bretagne valait son pesant d'or. Mais les filières d'évasion militaires existantes étaient presque inexistantes. Le MI9, la division du renseignement britannique responsable de l'évasion et de l'exfiltration, était encore à ses balbutiements, s'efforçant de créer des réseaux qui pourraient aider les aviateurs abattus à atteindre la sécurité. Les quelques voies d'évasion qui existaient étaient amateuristes, mal organisées et facilement pénétrées par le contre-espionnage allemand. André de Jong reconnut ce vide et décida de le combler. À l'été 1940, elle approcha son père avec une proposition qui devait sembler complètement folle. Elle voulait créer une filière d'évasion qui ferait passer les aviateurs alliés de Belgique à travers la France occupée, par-dessus les Pyrénées et vers l'Espagne, d'où ils pourraient atteindre Gibraltar et retourner en Grande-Bretagne. Elle n'avait pas d'argent, pas de soutien officiel, pas d'expérience en opérations clandestines. Elle proposait de construire une filière clandestine à travers le cœur de l'Europe sous occupation nazie, basée sur rien d'autre que de la détermination et de l'improvisation. Frédéric de Jong, lui-même vétéran de la Première Guerre mondiale, aurait pu rejeter ce plan comme une dangereuse fantaisie. Au lieu de cela, il devint sa première recrue. Ensemble, père et fille commencèrent à organiser ce qui deviendrait finalement la ligne Comète, bien qu'à ses débuts, elle n'eut ni nom ni structure, juste un engagement désespéré à aider. Ils commencèrent modestement, abritant quelques évadés dans leur appartement de Bruxelles, prenant contact avec des médecins compatissants qui pouvaient fournir de faux papiers, se connectant avec des guides qui connaissaient
les routes secondaires de la campagne belge. Leur premier succès survint en août 1940, lorsqu'ils aidèrent un soldat britannique nommé Arnold d'Épée à atteindre la côte belge. Ce fut un modeste succès, mais il prouva que le concept pouvait fonctionner. Au cours des mois suivants, ils étendirent leurs opérations, créant un réseau de maisons sûres s'étendant de Bruxelles à Paris. Mais faire passer les évadés à travers le territoire occupé n'était que la moitié du problème. Le plus grand défi était les Pyrénées. La chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne est l'une des barrières naturelles les plus redoutables d'Europe. Les sommets s'élèvent à plus de 3000 mètres, les passages sont étroits et périlleux, et le temps hivernal peut être mortel. Même les alpinistes expérimentés abordaient les Pyrénées avec respect. André de Jong, qui n'avait jamais gravi une montagne de sa vie, proposait de guider des aviateurs épuisés, beaucoup d'entre eux blessés, par-dessus ces obstacles tout en échappant aux patrouilles frontalières allemandes et espagnoles. Les officiers du renseignement britannique, lorsqu'ils apprirent finalement son plan, furent sceptiques au point de la rejeter. Au début de 1941, André se rendit au consulat britannique de Bilbao en Espagne pour demander un financement et une reconnaissance officielle pour son réseau. Les officiers du MI9 qu'elle rencontra la regardèrent avec une condescendance à peine dissimulée. Une jeune femme belge sans aucune accréditation, sans aucune expérience militaire, affirmant pouvoir escorter des aviateurs alliés à travers l'Europe occupée, cela sonnait comme une illusion. Ils soupçonnaient qu'elle pouvait même être une agente allemande, envoyée pour piéger de véritables filières d'évasion. Elle rencontra cette attitude à plusieurs reprises. L'hypothèse que, parce qu'elle était jeune et femme, elle devait être soit naïve, soit fourbe. Les chefs de la résistance masculin étaient crus sur parole. Elle devait faire ses preuves encore et encore. Les officiers du MI9 lui dirent poliment qu'ils appréciaient son enthousiasme, mais que le travail de filière d'évasion exigeait une organisation professionnelle, pas des actes héroïques amateurs. Ils suggérèrent qu'elle pourrait être plus utile en travaillant avec des réseaux établis plutôt qu'en tentant de créer le sien. André de Jong écouta leurs objections avec la patience de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Puis elle leur fit une offre. Elle escorterait personnellement 2 évadés alliés par-dessus les Pyrénées et les livrerait au consulat britannique de Bilbao. Si elle réussissait, ils devraient la prendre au sérieux. Si elle échouait, la question serait sans objet. Les officiers britanniques, supposant peut-être qu'ils ne la reverraient jamais, acceptèrent. En janvier 1941, André de Jong effectue sa première traversée des Pyrénées. Elle est accompagnée d'un sergent écossais et d'un pilote canadien, tous deux abattus au-dessus de la Belgique quelques semaines auparavant. Avec eux se trouve également un passeur basque, Florentino Goicoechea, un homme qui allait devenir indispensable au succès de la ligne Comète. Le trajet de Bruxelles à la frontière espagnole prend 10 jours. Ils voyagent en train à travers le territoire occupé, munis de faux papiers qui pouvaient ou non résister à une inspection. Ils se déplacent en petits groupes, jamais ensemble, se retrouvant dans des planques le long du parcours. André se fait passer pour la sœur de l'un des évadés, une histoire de couverture qui exige des 2 hommes qu'ils mémorisent suffisamment de français pour éviter les soupçons lors des contrôles de documents. À chaque gare, des soldats allemands et des policiers de Vichy examinent attentivement les passagers. La tension est constante, épuisante. Un mot mal placé, un regard suspect peut signifier arrestation et exécution. Ils atteignent les contreforts des Pyrénées à la mi-janvier. La traversée hivernale est brutale. Ils grimpent de nuit pour éviter les patrouilles, s'orientant au clair de lune sur des sentiers couverts de glace et de neige. La température descend sous zéro. Les 2 aviateurs, affaiblis par des semaines de cachette et de repas irréguliers, luttent contre l'altitude et le froid. Plus d'une fois, André doit physiquement soutenir l'un d'eux alors qu'il trébuche sur des éboulis dans l'obscurité. La traversée prend 2 nuits. Ils se cachent le jour dans des cabanes de bergers et des grottes, mangeant du pain rassis et les provisions qu'ils ont emportées de France. La frontière espagnole n'est pas une ligne mais une zone, patrouillée irrégulièrement par des gardes civils qui pouvaient les arrêter ou détourner le regard selon leur humeur et leur sympathie politique. Florentino les guide à travers les sections les moins surveillées, empruntant des sentiers qui contournent les passages officiels. La 2e nuit, ils descendent en Espagne. Les aviateurs sont à moitié congelés, épuisés au-delà de toute mesure, mais vivants et libres. André les livre au consulat britannique de Bilbao, exactement comme elle l'avait promis.
Les officiers du MI9, qui l'avaient été conduite un mois plus tôt, se retrouvent face à un fait indéniable. Cette jeune femme l'avait bel et bien fait. Leur scepticisme s'évapore, remplacé par une admiration réticente puis un soutien enthousiaste. La ligne Comet reçoit une reconnaissance officielle, une petite allocation mensuelle et un accès aux ressources du renseignement britannique. Mais surtout, André s'est prouvé que le plan pouvait fonctionner. La première traversée a validé toutes les hypothèses, tous les risques calculés. Il est maintenant temps de passer à l'échelle supérieure. Au cours des 2 années suivantes, André de Jong guide personnellement plus de 100 aviateurs alliés à travers les Pyrénées. Elle effectue la traversée plus de 30 fois, un exploit physique extraordinaire qui aurait été remarquable même sans la menace constante d'arrestation. Chaque voyage est en substance identique. Le lent et angoissant trajet en train à travers la France occupée, l'attente dans les planques en attendant les bonnes fenêtres météo, l'escalade nocturne brutale à travers les montagnes, la traversée tendue de la zone frontalière. Et pourtant, chaque voyage est aussi tout à fait unique, façonné par les personnalités des évadés, la compétence des guides, les caprices des patrouilles allemandes et la simple chance. La routine ne s'installe jamais. Chaque traversée comporte le même risque mortel. Le contre-espionnage allemand tente constamment d'infiltrer la ligne, en plaçant des informateurs, en suivant des suspects, en procédant à des arrestations. André opère dans un état de vigilance perpétuelle, ne faisant confiance à personne qu'elle ne connaisse personnellement, changeant constamment de planque et d'itinéraire, supposant toujours que la Gestapo est un pas derrière elle. C'est épuisant, psychologiquement autant que physiquement. Le stress de diriger des hommes dont la vie dépend de ses décisions, de savoir qu'une seule erreur peut détruire tout le réseau, la vieillit d'une manière qui n'a rien à voir avec les années. Mais elle continue parce que la logique de la guerre l'exige. En 1942, la campagne aérienne sur l'Europe s'est intensifiée. Le bombeur Coman lance des raids de 1000 bombardiers contre les villes allemandes. Les Américains sont entrés en guerre et la 8e Air Force commence ses opérations depuis les bases britanniques. Les pertes d'avions sont stupéfiantes. En 1943 seulement, l'USAF perd un 764 bombardiers lourds au-dessus de l'Europe. Chaque bombardier transporte un équipage de 10 hommes. Un pourcentage significatif de ces équipages survit à leurs abattages et échappe à une capture immédiate. Sans des lignes d'évasion comme Comet, ces hommes auraient passé la guerre dans des camps de prisonniers de guerre. Grâce à ces lignes, beaucoup retournent voler, ramenant leur expérience irremplaçable au combat. L'organisation de la ligne Comet est d'une élégante simplicité. À Bruxelles, des réseaux d'entraide abritent les aviateurs abattus jusqu'à ce qu'ils puissent être déplacés vers le sud. Le père d'André, Frédéric, gère une grande partie de l'opération bruxelloise, coordonnant les planques, organisant les faux documents, informant les évadés de leurs histoires de couverture. Les aviateurs voyagent vers le sud en petits groupes, passant d'un guide à l'autre comme des colis dans un système postal souterrain. À Paris, une femme nommée Elvire de Griff, nom de code Tante Go, dirige un segment crucial de la ligne, recevant les évadés venant du nord et les préparant pour la dernière étape vers la frontière espagnole. Le voyage de Bruxelles à l'Espagne prend généralement 3 à 4 semaines, selon les conditions et l'activité allemande. Les évadés se déplacent en train, vêtus de vêtements civils, munis de faux papiers d'identité, les présentant comme des travailleurs belges ou français en déplacement pour un emploi. On leur demande de rester silencieux autant que possible, d'éviter le contact visuel avec les soldats allemands, de se déplacer avec détermination mais sans hâte. La peur est l'ennemi. Un comportement nerveux attire l'attention. À la frontière espagnole, le guide basque Florentino Goicoechea prend le relais. Florentino est un passeur professionnel, un homme qui traverse illégalement les Pyrénées depuis l'adolescence. Il connaît chaque sentier de chèvres et de bergers, chaque grotte et passage de cours d'eau. Il lit la météo avec une précision déconcertante, jugeant si une traversée serait sûre ou suicidaire. Il est aussi totalement intrépide, possédant ce fatalisme calme qui lui permet de fonctionner dans des conditions qui paralyseraient la plupart des gens. André lui fait entièrement confiance, et cette confiance n'est jamais trahie. Au cours de la guerre, Florentino guidera plus de 200 hommes à travers les montagnes sans qu'aucun ne soit capturé. La traversée des Pyrénées est le segment le plus dangereux du voyage. Les montagnes sont patrouillées à la fois par des soldats allemands côté français et par des gardes civils espagnols côté espagnol. L'Espagne de Franco est officiellement neutre, mais les sympathies de Franco vont aux puissances de l'Axe.
Les autorités espagnoles arrêtent régulièrement les évadés alliés, bien que leur traitement varie. Certains sont renvoyés en France et à une exécution certaine. D'autres sont internés dans le tristement célèbre camp de prisonniers de Miranda de Ebro, où les conditions sont brutales mais au moins pas fatales. Quelques-uns sont discrètement remis aux fonctionnaires consulaires britanniques, selon les pressions politiques et les sympathies individuelles. Les grimpeurs se déplacent la nuit, guidés seulement par le clair de lune ou, si nécessaire, par des lampes de poche masquées. Ils emportent un équipement minimal, une couverture, de la nourriture, de l'eau. Les guides choisissent des itinéraires qui évitent les chemins de patrouille connus, ce qui signifie emprunter le terrain le plus difficile. Montées abruptes, roches instables, crêtes étroites avec des chutes mortelles de chaque côté. Les évadés blessés ou en mauvaise condition physique luttent terriblement. Plus d'une fois, les guides doivent physiquement traîner des hommes épuisés sur les pentes ou les soutenir pour traverser des cours d'eau glacés dans l'obscurité. Le froid est féroce. Les températures hivernales dans les hautes cols peuvent chuter bien en dessous de zéro et les grimpeurs ont rarement des vêtements adéquats. Les gelures sont courantes. L'hypothermie aussi. À plusieurs reprises, les guides doivent menacer ou cajoler des évadés épuisés qui veulent simplement s'allonger dans la neige et dormir. Des hommes qui ne comprennent pas que dormir à cette altitude, à cette température, signifie la mort. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, et de façon impossible, la plupart y arrivent. Le taux de succès de la ligne Comète est extraordinaire. Entre 1945 et 1944, le réseau évacue environ 330 aviateurs alliés, britanniques, américains, canadiens, australiens, polonais. Certaines sources suggèrent que ce nombre est plus proche de 400, mais les registres sont volontairement minimaux pour protéger la sécurité des opérations. Quel que soit le chiffre exact, l'accomplissement est stupéfiant. Un seul réseau, organisé par une femme qui avait commencé avec rien d'autre que de la détermination, a sauvé l'équivalent de 30 équipages de bombardiers. Le coût humain est tout aussi stupéfiant. En 1943, le contre-espionnage allemand, CDC, TRES, est obsédé par la destruction de la ligne Comète. La stratégie de la Gestapo était méthodique. Identifier les membres du réseau par la surveillance et les informateurs, les arrêter, leur extorquer des informations par la torture, utiliser ces informations pour procéder à d'autres arrestations. C'est un système pyramidal inversé faisant s'effondrer l'organisation de bas en haut. En janvier 1943, André de Jong est arrêtée alors qu'elle tente de traverser les Pyrénées. Elle a été trahie par un informateur infiltré dans le réseau. La Gestapo sait exactement qui elle est, la chef et fondatrice de la ligne Comète, responsable de l'évasion de centaines de personnels alliés. Ils s'attendent à ce qu'elle craque sous l'interrogatoire, qu'elle révèle des noms et des adresses, qu'elle détruise tout le réseau en échange de clémence. Ils se trompent. André de Jong endure interrogatoire et torture sans révéler une seule information utile. Elle admet son rôle de chef, mais insiste sur le fait qu'elle a agi seule, qu'il n'y a pas de réseau plus vaste, qu'elle est seule responsable de chaque évasion. La fiction est transparente, mais elle la maintient avec une telle conviction que ses interrogateurs finissent par accepter qu'ils n'obtiendraient rien d'elle. Elle est envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle restera jusqu'à la libération du camp en 1945. Son arrestation ne détruit pas la ligne Comète. La structure compartimentée du réseau fait que la plupart des membres restent inconnus les uns des autres. Les opérations se poursuivent sous une nouvelle direction. Florentino continue de guider les aviateurs à travers les Pyrénées. Elvire de Griffe continue de gérer le segment parisien. La ligne reste fonctionnelle jusqu'à la libération de la France en 1944, date à laquelle elle devient finalement inutile. Le prix payé par les personnes impliquées est terrible. Sur les quelques 3000 personnes qui travaillent pour la ligne Comète pendant la guerre, plus de 800 sont arrêtées. Parmi elles, au moins 290 meurent, exécutés par la Gestapo, épuisés à mort dans les camps de concentration ou tués pendant la déportation. Le taux de mortalité parmi les membres du réseau capturés est de près de 40%. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des commerçants et des enseignants, des femmes au foyer et des étudiants, des gens qui ont simplement décidé que leur conscience exigeait une action même lorsque cette action signifiait une mort presque certaine. Le père d'André, Frédéric de Jong, est arrêté en juin 1943. Il est exécuté par un peloton d'exécution à la forteresse du Mont-Valérien, près de Paris, en mars 1944, l'un des milliers de résistants fusillés à cet endroit pendant l'occupation.
Il meurt en sachant que sa fille est vivante à Ravensbrück, mais sans savoir si le réseau qu'ils avaient bâti ensemble survivrait. Il a survécu, et les hommes et les femmes qui l'ont poursuivi l'ont fait explicitement en l'honneur des principes qu'André et lui avaient établis, que chaque vie alliée valait la peine d'être sauvée, que le risque était justifié par la cause, que les actes individuels de conscience pouvaient acquérir une signification stratégique. Les aviateurs qui ont survécu à leurs abattages et aux évasions qui ont suivi n'ont jamais oublié cette expérience. Pour la plupart d'entre eux, la terreur de devoir sauter en parachute au-dessus d'un territoire ennemi n'était que le début. Ce qui suivait, c'était des semaines d'incertitude, de peur et de dépendance absolue envers des inconnus qui ne leur devaient rien et risquaient tout pour les aider. Beaucoup ont parlé plus tard de la dissonance cognitive. Un instant, ils volaient à 20 000 pieds dans la merveille technologique qu'était un bombardier B-17 ou Lancaster, entouré d'instruments, d'armes et du vaste appareil de la puissance militaire. L'instant d'après, ils étaient seuls dans une forêt sombre, leurs parachutes emmêlés dans les branches d'un arbre, entendant des chiens aboyer au loin, réduits au statut d'animal traqué. La transition de soldat à réfugié était psychologiquement dévastatrice. C'étaient des guerriers entraînés, habitués à l'action et au contrôle. Désormais, ils ne pouvaient qu'attendre, se cacher et espérer que les personnes qui les abritaient ne seraient pas découvertes. Les refuges où ils attendaient étaient généralement de modestes maisons populaires, une ferme à la périphérie de Bruxelles, un appartement à Paris, un chalet près de la frontière espagnole. Les familles qui les abritaient le faisaient en connaissant les conséquences de la découverte. L'exécution pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants. La Gestapo ne faisait aucune distinction. Des familles entières étaient arrêtées pour le crime d'avoir caché un seul aviateur allié. Pourtant, ces familles continuaient à offrir leur foyer, semaine après semaine, mois après mois, acceptant des évadés qu'elles n'avaient jamais rencontrés et ne reverraient jamais. Les évadés tentaient d'exprimer leur gratitude, mais les barrières linguistiques rendaient toute conversation significative difficile. La plupart d'entre eux ne parlaient ni français ni flamand. Leurs hôtes ne parlaient pas anglais. La communication se faisait par des gestes, des sourires, des cigarettes partagées. Les aviateurs restaient dans les greniers et les caves, écoutant les pas dans la rue, se demandant si chaque bruit était celui d'une patrouille allemande venant les arrêter. Ils jouaient aux cartes et se lisaient tous les livres qu'ils pouvaient trouver et s'efforçaient de ne pas penser aux gens à l'étage dont ils mettaient la vie en danger à chaque heure passée. Lorsque le voyage vers le sud commença enfin, les évadés voyageaient dans un état de panique à peine contenu. Chaque soldat allemand était un potentiel ravisseur. Chaque contrôle de documents était un instant où de faux papiers pouvaient échouer. Ils traversaient la France occupée en train pendant des heures, assis en face d'officiers de la Wehrmacht, maintenant des histoires de couverture qu'ils comprenaient à peine, priant pour que personne ne pose une question à laquelle ils ne pourraient répondre. La tension psychologique, c'était immense. Plus d'un évadé a craqué pendant le voyage, submergé par la peur et l'épuisement. Mais la plupart ont tenu bon, tirant leur force de leurs guides. Et ce sont les guides, en particulier André de Jong, qui ont laissé la plus forte impression. Les aviateurs s'attendaient à être aidés par des hommes, probablement des soldats ou des résistants organisés. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés guidés par une petite femme discrète qui semblait absolument intrépide. Le sang-froid d'André sous la pression était déconcertant. Elle se déplaçait en territoire occupé avec un calme qui frisait l'insouciance, comme si faire passer des aviateurs alliés devant la Gestapo était la chose la plus naturelle du monde. Sa confiance était contagieuse. Les évadés qui l'ont rencontré ont décrit le sentiment, peut-être pour la première fois depuis leur abattage, qu'ils pourraient réellement survivre. La traversée des Pyrénées a brisé cette confiance. Aucune mise en garde préalable ne les avait préparés à la réalité physique. 8 à 10 heures d'escalade brutale dans l'obscurité, souvent par des températures glaciales, sur un terrain qui aurait mis à l'épreuve des alpinistes expérimentés. Beaucoup d'entre eux étaient blessés, souffrant d'entorses, de brûlures ou de blessures subies lors de leur abattage. La plupart étaient en mauvaise condition physique après des semaines de cachette et de repas irréguliers. L'altitude, le froid, l'épuisement musculaire intense de l'escalade pendant des heures, cela les a poussés dans leur dernier retranchement. Et malgré tout cela, André de Jong montait avec eux, soutenant souvent les plus faibles, encourageant ceux qui voulaient abandonner, maintenant un rythme qui les faisait avancer sans les épuiser mortellement. Elle était toujours à l'avant ou à l'arrière, jamais au milieu protégé du groupe. Elle prenait les mêmes risques, endurait le même froid, escaladait les mêmes pentes impossibles. Les hommes qu'elle a guidés l'ont décrite plus tard avec une sorte de respect mêlé d'admiration,
peinant à concilier cette petite femme avec l'endurance surhumaine dont elle faisait preuve. Un pilote canadien, interviewé des décennies après la guerre, se souvenait d'avoir atteint la frontière espagnole après une traversée cauchemardesque. Il était à moitié gelé, les pieds en sang, à peine capable de tenir debout. André apparut à ses côtés, lui glissa un morceau de chocolat dans la main et lui dit en anglais hésitant qu'ils étaient en sécurité maintenant, qu'ils revoleraient. Il a fondu en larmes, non pas de soulagement, mais de la prise de conscience soudaine et accablante de ce que cette femme avait risqué pour lui, un inconnu qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Elle avait risqué l'exécution pour lui sauver la vie, et elle ferait demi-tour pour recommencer pour le prochain aviateur, et le suivant jusqu'à ce que la Gestapo ne l'arrête, finalement. De tels moments se sont répétés des centaines de fois durant les 3 années d'opération de la ligne Comète. Chaque aviateur ramenait chez lui non seulement sa propre survie, mais aussi le souvenir de gens ordinaires qui s'étaient révélés extraordinaires. Ils retournaient à leurs escadrons et volaient à nouveau, mais ils volaient différemment maintenant, avec la conscience que la guerre n'était pas seulement une question d'avions et de bombes, mais aussi du courage d'individus qui se battaient sans armes, dont le champ de bataille était les rues et les montagnes de l'Europe occupée, dont les victoires ne se mesuraient pas en territoire conquis mais en vie sauvée. L'objet symbolique qui revenait sans cesse dans ces histoires n'était pas une arme ou une ration, mais quelque chose de plus simple, de faux papiers d'identité. Chaque évadé portait un jeu de faux documents, carte d'identité, permis de travail, autorisation de voyage, créés par des réseaux clandestins de faussaires qui opéraient avec la précision de maîtres artisans. Ces documents étaient la seule protection des évadés, le mince bouclier de papier qui se dressait entre eux et les camps de concentration. Les faussaires qui créaient ces documents étaient des artistes à part entière. Ils vieillissaient de nouveaux papiers avec du thé et de la terre, reproduisaient les timbres officiels en les sculptant dans des gommes en caoutchouc, photographiaient les évadés sur des fonds neutres et développaient le film dans des chambres noires de fortune. Ils étudiaient obsessionnellement les documents authentiques, mémorisant le poids exact du papier officiel, la teinte spécifique de l'encre utilisée pour les timbres, les filigranes subtiles qui distinguaient les vrais documents des faux. Une seule erreur, un timbre légèrement désaligné, une couleur d'encre pas tout à fait juste, pouvait signifier la mort. Les évadés serraient ces documents lors de chaque voyage en train, de chaque contrôle, de chaque rencontre avec l'autorité. Les papiers devinrent des talismans, des objets imprégnés d'une signification presque magique. Tant que les documents tenaient bon, ils étaient protégés. Si les papiers échouaient, tout échouait. Les évadés mémorisaient obsessionnellement leurs fausses identités. La date de naissance, le lieu de naissance, le nom de l'employeur, la raison du voyage. Ils répétaient leurs histoires jusqu'à pouvoir les réciter dans leur sommeil, car les Allemands étaient experts pour détecter les mensonges nerveux. Pourtant, ces papiers étaient aussi les symboles de quelque chose de plus grand. L'infrastructure de la résistance, le vaste réseau de gens ordinaires qui ont contribué à la lutte d'une manière qui ne demandait aucun héroïsme mais exigeait un courage constant. Les faussaires risquaient leur vie chaque fois qu'ils créaient une taupe ou qu'ils créaient de faux documents. Tout comme les photographes qui prenaient les photos d'identité, les fonctionnaires qui volaient les formulaires vierges, les bureaucrates qui classaient de faux dossiers dans les archives gouvernementales. Chaque personne apportait une petite pièce à la machinerie de l'évasion et chaque personne risquait l'exécution si elle était découverte. Cet effort collectif contrastait fortement avec l'idéologie du Troisième Reich, qui célébrait le héros individuel, le surhomme, le chef dont la volonté façonnait la réalité. Les réseaux de résistance fonctionnaient sur le principe exactement inverse, qu'une résistance significative venait de l'action collective, de milliers de petites défiances qui s'accumulaient pour prendre une signification stratégique. Aucune personne n'était indispensable, pourtant chaque personne était essentielle. La ligne Comète incarnait pleinement cette philosophie. André de Jong en était la fondatrice et la dirigeante, mais la ligne fonctionnait parce que des centaines de personnes accomplissaient des tâches ingrates et terrifiantes sans reconnaissance ni récompense, au-delà de la certitude de faire ce que leur conscience exigeait. Les faux papiers devinrent, en ce sens, plus que de simples outils pratiques. Ils représentaient une réalité alternative, un monde où les identités étaient fluides, où le pouvoir officiel pouvait être subverti, où la machinerie de l'État pouvait être retournée contre elle-même.
Chaque fois qu'un évadé passait un contrôle avec de faux documents, c'était une petite victoire pour le principe que l'autorité pouvait être résistée, que le totalitarisme n'était pas invincible, que des actes individuels de falsification et de tromperie pouvaient saper la machine militaire la plus puissante de l'histoire. Au camp de concentration de Ravensbrück, André de Jong travaillait dans l'usine du camp, assemblant des composants électriques pour l'industrie allemande. Le travail était brutal, la nourriture de famine, les conditions conçues pour épuiser les prisonnières jusqu'à la mort tout en extrayant la productivité maximale. Beaucoup de femmes qui sont entrées à Ravensbrück n'en sont pas sorties vivantes. André a survécu grâce à une combinaison de chance, de résilience et du soutien d'autres prisonnières qui formaient des réseaux d'entraide au sein du camp. Elle n'a jamais beaucoup parlé de son séjour à Ravensbrück, du moins pas publiquement. Les quelques récits qui existent la décrivent comme calme, réservée, refusant de se considérer comme spéciale malgré ses réalisations. D'autres prisonnières savaient qui elle était. La nouvelle s'était répandue par le bouche à oreille du camp que cette petite femme belge avait personnellement sauvé plus d'une centaine d'aviateurs alliés. Elle la traitait avec une sorte de révérence. Elle détournait l'attention, insistant sur le fait que ce qu'elle avait fait était simplement ce qui devait être fait, que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. C'était faux, bien sûr. La plupart des gens ne faisaient pas ce qui devait être fait. La plupart des gens confrontés à l'occupation et au totalitarisme trouvaient des moyens de s'adapter, de survivre, d'éviter les choix terribles que la résistance exigeait. André de Jong a fait ses choix volontairement et à plusieurs reprises, pleinement consciente des conséquences probables. Sa modestie quant à son propre courage était caractéristique mais trompeuse. Ce qu'elle a accompli a exigé non seulement de la bravoure, mais aussi une sorte de clarté morale que peu de gens possèdent même en temps de paix, et encore moins dans des conditions de guerre totale. Ravensbrück fut libéré par les forces soviétiques en avril 1945. André rentra en Belgique pesant à peine une quarantaine de kilos, physiquement brisé mais mentalement intact. Elle retrouva sa mère. Son père était mort un an auparavant, exécuté au Mont Valérien. Les retrouvailles ne furent pas joyeuses. Trop de gens manquaient à l'appel. Trop de collaborateurs étaient restés impunis. La Belgique était libre mais épuisée, traumatisée par 4 ans d'occupation et de brutalité. André de Jong fut confronté à un problème courant chez les membres de la résistance. Le temps de paix n'avait aucune utilité pour ses compétences. Le courage et l'ingéniosité qui avaient soutenu la ligne comète étaient devenus insignifiants dans un monde retournant à une normalité bureaucratique. Elle fut célébrée, bien sûr, elle reçut la George Medal de la Grande-Bretagne, la Medal of Freedom des États-Unis, et fut anoblie en Belgique. Les journalistes voulaient des interviews. Les gouvernements voulaient qu'elle assiste à des cérémonies. Mais rien de tout cela ne répondait à la question fondamentale de ce qu'elle ferait du reste de sa vie. Elle a choisi une voie qui, rétrospectivement, semble parfaitement cohérente avec son caractère. Elle s'est reconvertie en infirmière et a passé les décennies suivantes à travailler dans des léproseries en Afrique et en Inde, des endroits où les professionnels de la santé étaient désespérément nécessaires et où les conditions étaient difficiles. Elle a travaillé en Éthiopie, au Congo, dans des cliniques obscures, loin de l'attention occidentale. Elle a sauvé des vies dans ces endroits tout comme elle en avait sauvé pendant la guerre, bien que désormais les ennemis fussent la maladie et la pauvreté plutôt que les soldats allemands. Elle parlait rarement de la guerre. Lorsque des journalistes la retrouvaient dans des villages africains reculés, demandant des interviews sur ses exploits de guerre, elle déclinait poliment. Le passé était le passé, des patients avaient besoin de soins. Elle est restée en Afrique jusqu'à sa retraite, ne rentrant en Belgique que dans la soixantaine. Elle est décédée en 2007 à l'âge de 90 ans. Toujours à esquiver les éloges, toujours à insister qu'elle n'avait rien fait de remarquable. Les aviateurs alliés qui ont survécu à la guerre grâce à la ligne comète en ont gardé la mémoire toute leur vie. Beaucoup d'entre eux sont restés en contact avec les passeurs qui les avaient abrités, envoyant des cartes de Noël, visitant la Belgique et la France des décennies après la fin de la guerre, tentant d'exprimer, de manière insuffisante, leur gratitude pour des dons qui ne pourraient jamais être remboursés. Comment remercier quelqu'un pour votre vie ? Comment reconnaître une dette qui ne peut jamais être réglée ? Ils ont quand même essayé. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, les vétérans de la ligne comète, aussi bien les évadés que les passeurs, ont formé des associations, organisé des réunions, levé des fonds pour soutenir les membres du réseau qui avaient souffert pendant leur emprisonnement. Ils ont publié des mémoires, accordé des interviews, témoigné lors des procès de collaborateurs.
Ils ont œuvré pour que ce qui s'était passé ne soit pas oublié, que le courage de personnes comme André de Jong, Florentino Goicoechea et Frédéric de Jong soit dûment reconnu. La signification stratégique plus large de la ligne Comète et des autres réseaux d'évasion a mis des années à être pleinement appréciée. Pendant la guerre elle-même, les planificateurs militaires comprenaient que les lignes d'évasion avaient de la valeur. Mais ils avaient tendance à la percevoir sous des angles étroits, récupérer du personnel entraîné, refuser des renseignements à l'ennemi, maintenir le moral. C'étaient toutes des considérations valables, mais elles manquaient quelque chose de plus profond. Les lignes d'évasion représentaient une forme de résistance qui sapait l'idéologie nazie à ses fondements. La vision du monde du Troisième Reich était bâtie sur des hypothèses de pouvoir, de triomphe de la volonté, de domination naturelle des forts sur les faibles. Les lignes d'évasion ont démontré précisément le contraire, que les faibles pouvaient vaincre les forts par le courage et l'organisation, que des réseaux de gens ordinaires pouvaient déjouer la Gestapo, qu'un instituteur belge et sa fille pouvaient créer une infrastructure qui a sauvé des centaines de vies sous le nez de la Wehrmacht. Les nazis ont compris cette menace, c'est pourquoi ils ont réagi avec une telle brutalité. L'exécution des membres de la résistance n'était pas seulement une punition, c'était une guerre idéologique, une tentative de démontrer que la défiance était futile, que le prix de la résistance dépasserait toujours ses bénéfices. Le fait que les réseaux aient continué à fonctionner, malgré les exécutions, malgré la torture, malgré les camps, a représenté une défaite pour l'idéologie nazie plus profonde que n'importe quel revers militaire. Pour les évadés, cette dimension idéologique était souvent invisible jusqu'à longtemps après la guerre. Sur le moment, ils ont perçu les lignes d'évasion principalement comme des opérations logistiques, des guides qui les déplaçaient d'un point A à un point B, des maisons sûres qui les abritaient jusqu'à la prochaine étape du voyage, des faussaires qui fournissaient de faux papiers. Ce n'est que plus tard, avec le recul des décennies, que beaucoup d'entre eux ont reconnu ce dont ils avaient réellement été témoins. Une insurrection populaire qui prouvait que des gens ordinaires, organisés par leur conscience plutôt que par un commandement, pouvaient résister efficacement au totalitarisme. Certains d'entre eux ont tiré des leçons politiques de cette prise de conscience. Ils sont devenus des défenseurs des droits civiques, des opposants à l'autoritarisme, des protecteurs du principe selon lequel l'action morale individuelle compte même lorsque les institutions échouent. Ils ont porté en temps de paix la leçon qu'André de Jong avait incarnée pendant la guerre, qu'une seule personne, avec de la détermination et de la clarté de dessein, peut changer le monde d'une manière qui semble impossible jusqu'à ce que ce soit accompli. D'autres en ont tiré des leçons différentes, plus personnelles que politiques. Ils sont retournés à leur vie en temps de paix en comprenant que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré la peur, que l'héroïsme n'était pas une question de grands gestes, mais d'un engagement soutenu à faire ce qui était juste quand tout incitait à faire ce qui était sûr. Ils ont élevé des familles, poursuivi des carrières, mené des vies ordinaires marquées par la connaissance extraordinaire que des inconnus avaient tout risqué pour les sauver. Les histoires qu'ils racontaient à leurs enfants et petits-enfants se concentraient souvent sur des moments spécifiques de bonté. La femme belge qui a donné son propre lit pour qu'un évadé puisse dormir confortablement, l'agriculteur français qui a partagé sa dernière miche de pain, le prêtre espagnol qui les a cachés dans son église malgré les ordres de Franco. Ces petits gestes humains, répétés des milliers de fois à travers l'Europe occupée, constituaient une forme de résistance plus puissante que le sabotage ou l'assassinat, car ils affirmaient la possibilité de la décence dans des circonstances conçues pour l'anéantir. La transformation survenue chez les évadés eux-mêmes fut profonde et durable. Avant d'être abattus, la plupart d'entre eux avaient perçu la guerre à travers le prisme d'abstraction militaire. Cibles bombardées, missions accomplies, avions ennemis détruits. Les statistiques étaient impersonnelles, les objectifs stratégiques. Ils volaient en formation de centaines de bombardiers partis d'une vaste opération mécanique qui réduisait l'action individuelle à l'exécution d'ordres et à la confiance dans les nombres. L'expérience de l'évasion a dépouillé ces abstractions. Soudain, la guerre est devenue intensément personnelle. Chaque soldat allemand dans la rue était une menace spécifique. Chaque civil qui offrait de l'aide était un sauveur spécifique. Les évadés pouvaient voir les visages des personnes qui risquaient leur vie, pouvaient sentir la peur dans les maisons sûres quand les voitures de patrouille passaient à l'extérieur, pouvaient ressentir l'épuisement des guides qui avaient traversé les Pyrénées des dizaines de fois et le feraient encore des dizaines de fois.
La guerre a cessé d'être une question de nation et d'idéologie pour devenir une question d'individus faisant des choix. Le choix d'aider ou de se détourner, de tout risquer ou de se protéger, de résister ou de collaborer. Cette personnalisation du conflit a modifié la compréhension de la guerre elle-même chez de nombreux vétérans. Ils sont retournés à leurs escadrons après avoir vu le coût humain des campagnes de bombardement, non pas les pertes allemandes qui restaient abstraites, mais le coût allié payé par les réseaux de résistance. Chaque bombe qu'ils lâchaient, chaque mission qu'ils effectuaient, était soutenue par une infrastructure invisible de courage opérant loin en dessous d'eux sur le terrain. L'offensive aérienne stratégique n'était pas seulement possible grâce à la capacité industrielle et à la supériorité technologique, mais parce que des milliers d'Européens ordinaires avaient décidé que s'opposer au fascisme valait la peine de mourir. Certains aviateurs ont lutté avec cette connaissance. Ils avaient vu ce qui était arrivé aux personnes qui les avaient aidés. Ils savaient que des familles avaient été exécutées, que des femmes avaient été envoyées dans des camps de concentration, que des enfants avaient été orphelins. Tout cela parce que quelqu'un avait abrité un aviateur allié pendant quelques nuits. La gratitude qu'ils ressentaient était inséparable de la culpabilité, la conscience que leur survie avait été achetée par la souffrance d'autrui. Plus d'un vétéran a décrit cela comme le plus lourd fardeau qu'ils aient porté de la guerre. Non pas les missions de combat, non pas les amis perdus, mais la connaissance que de bonnes personnes étaient mortes pour qu'ils puissent vivre. D'autres ont trouvé dans cette connaissance une source de sens qui les a soutenus pendant les décennies qui ont suivi. Ils avaient été témoins de personnes ordinaires agissant avec un courage extraordinaire. Ils avaient vu la preuve que la décence humaine pouvait survivre dans des conditions conçues pour l'éteindre. Quelles que soient les ténèbres que la guerre avait révélées sur la nature humaine, et elle en avait révélé beaucoup, les lignes d'évasion ont démontré que la capacité de courage désintéressé était tout aussi réelle, tout aussi puissante, tout aussi déterminante des résultats. La reconnaissance d'après-guerre des exploits de la ligne Comète fut significative mais incomplète. André de Jong reçut de nombreuses médailles et distinctions, tout comme d'autres figures clés du réseau. La Belgique l'intronisa dans la noblesse, lui conférant le titre de comtesse, un honneur qu'elle utilisa rarement et n'avait jamais recherché. La Grande-Bretagne lui décerna la George Medal, l'une des plus hautes décorations civiles. Les États-Unis lui remirent la Medal of Freedom. Ces récompenses étaient méritées, mais aussi d'une certaine manière insuffisantes. Comment honorer dignement quelqu'un qui a sauvé 300 vies en risquant la sienne à chaque mission ? Quelle médaille peut compenser 2 ans passés à Ravensbrück ? De plus, le récit public qui se développa autour de la ligne Comète en simplifia souvent l'histoire, occultant d'importantes vérités. Les récits populaires avaient tendance à se concentrer sur André comme une héroïne solitaire, minimisant le caractère collectif de l'entreprise. En réalité, la ligne Comète a réussi précisément parce qu'elle ne dépendait d'aucune personne en particulier. Quand André fut arrêté, la ligne continua de fonctionner. Lorsque d'autres figures clés furent capturées, de nouveaux leaders émergèrent. La résilience du réseau venait de sa structure, compartimentée, décentralisée, bâtie sur des relations de confiance plutôt que sur une hiérarchie formelle. Ce modèle organisationnel était en soi une sorte de déclaration idéologique, une répudiation du Führer-principe qui dominait la pensée nazie. Le Troisième Reich était bâti sur le culte du chef, la croyance que l'histoire était façonnée par des individus exceptionnels dont la volonté transcendait les limitations normales. Les réseaux de résistance démontrèrent qu'une opposition efficace pouvait naître précisément du principe inverse. Une autorité distribuée, une responsabilité collective, le courage accumulé de gens ordinaires accomplissant des tâches ingrates sans aucune attente de reconnaissance. Les centaines d'aides dont les noms n'apparurent jamais dans les histoires officielles furent aussi essentielles que André elle-même. Les femmes qui lavaient les vêtements des évadés, les faussaires qui créaient de faux papiers, les cheminots qui avertissaient des inspections allemandes, les médecins qui soignaient les blessures sans poser de questions, les prêtres qui cachaient des aviateurs dans les églises, les fermiers qui fournissaient de la nourriture malgré le rationnement, toutes ces personnes rendirent la ligne Comète possible. Leur contribution n'était pas héroïque au sens dramatique du terme, mais elles étaient indispensables. Sans eux, aucune quantité de courage personnel de la part des dirigeants de la ligne n'aurait eu d'importance. Cet accomplissement collectif était plus difficile à célébrer que l'héroïsme individuel.
Les gouvernements préféraient décerner des médailles à des personnes spécifiques plutôt que de reconnaître que la résistance exigeait la participation de milliers d'individus dont l'identité ne serait jamais connue. Mais les évadés eux-mêmes comprenaient la vérité. Dans leurs mémoires et leurs entretiens, ils parlaient non seulement d'André ou de Florentino, mais aussi de l'institutrice belge dont ils n'avaient jamais appris le nom, du fermier français qui risquait tout pour des étrangers, de l'aubergiste espagnol qui les avait hébergés malgré la police de Franco. Ces aides anonymes étaient le véritable fondement du succès de la ligne Comète. Florentino Goicoechea, le guide basque qui effectua la traversée des Pyrénées plus de 200 fois, incarnait une forme particulière de courage qui mérite une reconnaissance distincte. Il n'était pas motivé par le patriotisme ou l'idéologie. L'Espagne était officiellement neutre, et en tant que basque, il n'avait que peu d'amour ni pour Franco ni pour les nazis. Ses raisons de risquer sa vie à plusieurs reprises étaient plus pragmatiques. Il était payé pour ses services, il aimait le défi, et il avait le mépris de l'autorité propre à un contrebandier professionnel. Mais le paiement était minime, quelques centaines de pesetas par traversée, à peine de quoi vivre. La vraie compensation, si l'on peut l'appeler ainsi, était de savoir qu'il était exceptionnellement doué pour quelque chose d'important. Florentino connaissait les Pyrénées comme un pianiste connaît un clavier, avec une intimité qui transcendait les cartes ou les guides. Il pouvait naviguer dans l'obscurité totale au toucher et à la mémoire. Il savait quelles routes étaient praticables en hiver et lesquelles étaient suicidaires. Il pouvait lire les phénomènes météorologiques avec une précision déconcertante, jugeant si une tempête se retiendrait assez longtemps pour une traversée ou s'il devait attendre un jour de plus. Sa relation avec André était professionnelle mais profondément respectueuse. Ils étaient opposés à bien des égards. Elle était instruite, urbaine, motivée par l'idéologie. Il était illettré, provincial, motivé par la fierté et le pragmatisme. Mais ils partageaient une compréhension de ce que le travail exigeait. Une fiabilité absolue, une discrétion totale et la volonté de continuer quand chaque instinct criait de s'arrêter. Ils se faisaient entièrement confiance, une confiance bâtie non sur des croyances partagées, mais sur une compétence éprouvée sous pression. La survie de Florentino fut elle-même remarquable. Il opéra pendant près de 4 ans, effectuant des traversées presque tous les mois, pourchassé par les patrouilles frontalières allemandes et espagnoles, toujours à un faux pas de l'arrestation. Il ne fut jamais capturé. Quand la guerre se termina, il retourna dans son village et reprit sa vie de contrebandier, guidant occasionnellement des touristes sur les mêmes routes qu'il avait utilisées pour sauver des aviateurs alliés. Il mourut en 1980, ayant survécu à la plupart des personnes qu'il avait guidées. Les vétérans qui se souvenaient de lui en parlaient avec une sorte de respect mêlé d'admiration, reconnaissant que sans l'habileté et le courage de Florentino, le taux de succès de la ligne Comète aurait été considérablement plus bas. Son histoire illustre une vérité importante sur la résistance. Elle exigeait de nombreuses formes de courage, motivées par de nombreuses raisons différentes. Tous ceux qui combattirent séditement les nazis n'étaient pas animés par l'idéologie ou le patriotisme. Certains, comme Florentino, étaient motivés par la fierté professionnelle, par une compensation monétaire, par la simple décence humaine ou par une combinaison des trois. La résistance n'était pas un mouvement unifié avec une idéologie unique, c'était une coalition d'individus qui décidèrent, pour leurs propres raisons, que s'opposer au fascisme valait le risque. La diversité des motivations renforça plutôt qu'elle n'affaiblit l'effort collectif. En 1944, la situation stratégique avait considérablement évolué. L'invasion alliée de la Normandie en juin libéra de larges sections de la France, perturbant le contrôle allemand et rendant l'évasion plus facile. Le besoin de lignes d'évasion diminua à mesure que la Wehrmacht battait en retraite. La dernière opération majeure de la ligne Comète eut lieu en août 1944, juste avant la libération de Paris. Après cela, la ligne devint superflue. L'infrastructure qui avait mis des années à se construire se dissout presque du jour au lendemain, ses membres retournant à une vie de paix ou, dans trop de cas, mourant dans les camps avant l'arrivée de la libération. Le bilan des coûts prit des années à établir. Sur les quelques 800 membres de la ligne Comète qui furent arrêtés pendant la guerre, le nombre exact de morts demeura incertain pendant des décennies. Certains furent exécutés immédiatement. D'autres moururent dans des camps de concentration. D'autres encore succombèrent à la maladie ou à la malnutrition pendant les derniers mois chaotiques de la guerre. Le nombre de ceux qui survécurent à leur emprisonnement, comme André, fut étonnamment élevé,
témoignant à la fois de la chance et de la résilience de l'esprit humain dans des conditions conçues pour le briser. Les survivants durent faire face à la tâche difficile de reconstruire des vies brisées par la guerre. Beaucoup luttaient contre ce qui serait aujourd'hui reconnu comme un trouble de stress post-traumatique. Ils faisaient des cauchemars concernant les interrogatoires de la Gestapo, le fait de voir des amis arrêtés, la peur constante qui avait défini leur existence pendant des années. Le temps de paix leur semblait étranger, trop calme, trop sûr. Certains trouvèrent impossible de s'adapter, sombrant dans la dépression ou l'abus de substances. D'autres se jetèrent dans le travail, dans la famille, dans tout ce qui pouvait les distraire des souvenirs auxquels ils ne pouvaient échapper. Quelques-uns, comme André, cherchèrent de nouvelles formes de services qui pourraient reproduire le sentiment d'utilité qu'ils avaient ressenti pendant la guerre. Rien dans la vie civile ordinaire n'égalait l'intensité du travail de résistance clandestine. Les emplois normaux semblaient triviaux en comparaison. Comment revenir à la vente d'assurance ou à l'enseignement après avoir passé des années à un travail qui signifiait littéralement la différence entre la vie et la mort ? Les léproseries où André travailla apportèrent une sorte de réponse. Des lieux où le travail comptait encore profondément, où l'effort individuel sauvait des vies, où les enjeux restaient élevés même si les dangers étaient différents. La victoire idéologique que représentaient les lignes d'évasion mit des décennies à être pleinement appréciée. Pendant la guerre, la propagande alliée se concentra sur les réalisations militaires. Batailles gagnées, territoires libérés, forces ennemies détruites. Les contributions des réseaux de résistance étaient reconnues, mais rarement centrales au récit. La guerre était comprise principalement comme un conflit entre puissances industrielles, décidé par la capacité de production, l'innovation technologique et la stratégie militaire. Ce cadre n'était pas faux, mais il était incomplet. Les lignes d'évasion démontrèrent que la guerre était aussi un conflit entre des visions incompatibles de la nature humaine et de l'organisation sociale. Le système nazi était bâti sur l'hypothèse que le pouvoir émane du haut vers le bas, que l'ordre exige une hiérarchie, que l'efficacité demande une centralisation. Les lignes d'évasion prouvèrent qu'une organisation efficace pouvait émerger de la base, que des réseaux distribués d'acteurs autonomes pouvaient surpasser les structures de commandement hiérarchiques, que le pouvoir centralisé créait des vulnérabilités que la résistance populaire pouvait exploiter. Les historiens modernes reconnaissent ces réseaux comme de premiers exemples de ce qui serait plus tard appelé guerre asymétrique ou résistance distribuée. Des modèles organisationnels qui allaient devenir de plus en plus importants dans les conflits ultérieurs. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des planificateurs militaires pensaient encore en termes conventionnels, armée, front, ligne d'approvisionnement, contrôle territorial. Ils comprenaient que les réseaux de résistance avaient une valeur tactique mais peinaient à reconnaître leur signification stratégique. Les aviateurs qui furent sauvés, eux, comprenaient. Ils virent de leurs propres yeux comment un réseau de gens ordinaires, avec des ressources minimales et aucune structure militaire formelle, pouvait atteindre des objectifs qui semblaient impossibles. Ils furent témoins du pouvoir de la confiance distribuée, de l'information compartimentée, des relations basées sur la conscience plutôt que sur le commandement. Beaucoup d'entre eux portèrent cette connaissance dans leur carrière d'après-guerre, devenant des défenseurs de modèles organisationnels décentralisés, de l'autonomisation des individus plutôt que de la concentration de l'autorité, de la confiance dans la sagesse et le courage collectif des gens ordinaires. Cela représentait un défi profond à l'idéologie totalitaire. Les nazis avaient tout misé sur la prémisse opposée, que la force venait de l'unité de commandement, que l'efficacité exigeait la subordination de la volonté individuelle, que le progrès historique était impulsé par des leaders exceptionnels plutôt que par l'action collective. Le succès de réseaux comme la ligne Comet falsifia ces hypothèses de la manière la plus pratique possible. Le principe du Führer avait été mis à l'épreuve face à une résistance distribuée et avait échoué. En dernière analyse, ce qui a rendu l'exploit d'André de Jong si remarquable, ce n'était pas seulement l'ampleur, 300 vies sauvées, mais la méthode. Elle n'avait aucune autorité officielle, aucune formation militaire, aucun soutien institutionnel lorsqu'elle a commencé. Elle était une jeune femme de 24 ans en Belgique occupée, proposant de bâtir une filière d'évasion clandestine à travers le cœur de l'Europe sous contrôle nazi, basée sur rien d'autre que la conviction que c'était nécessaire. Les professionnels, les officiers de renseignement, les planificateurs militaires, les leaders expérimentés de la résistance avaient jugé son plan naïf. Ils avaient vu trop d'efforts de résistance amateurs s'effondrer, trop de civils bien intentionnés arrêtés parce qu'ils ne comprenaient pas la sécurité opérationnelle, trop de réseaux détruits parce qu'ils manquaient d'organisation appropriée.
Leur scepticisme n'était pas déraisonnable. La plupart des efforts de résistance amateurs échouaient. La plupart des lignes d'évasion étaient infiltrées et détruites quelques mois après leur création. Mais André de Jong a réussi là où les professionnels avaient échoué parce qu'elle comprenait quelque chose qu'eux ne comprenaient pas, que l'arme la plus puissante contre le totalitarisme n'était pas la violence mais la conscience. Elle a bâti la ligne Comète sur des relations de confiance, sur des appels à la décence humaine, sur le pari que la plupart des gens ayant le choix préféreraient aider plutôt que nuire. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une évaluation calculée basée sur sa compréhension de la nature humaine. Elle a eu raison plus souvent qu'elle n'a eu tort. Et quand elle a eu tort, lorsque des informateurs ont trahi le réseau, lorsque des collaborateurs les ont dénoncés, la structure compartimentée de la ligne a limité les dégâts. Son exploit fut amplifié par les passeurs qui partageaient sa vision. Elvire de Griffe à Paris, gérant le crucial segment central de la ligne avec la même combinaison de courage et de pragmatisme. Florentino dans les montagnes, guidant les aviateurs sur des itinéraires qui les auraient tués sans aide experte. Les faussaires, les gérants de planques, les cheminots, les innombrables aides anonymes qui ont apporté de petites pièces à la plus grande entreprise. Chacun d'eux a fait le même choix, essentiel qu'André. Préserver des vies humaines valait le risque de perdre la sienne. Ce choix n'était ni évident ni inévitable. Beaucoup de gens en Europe occupée ont fait le choix inverse, décidant que la survie exigeait des compromis, que la résistance était futile, que les actions individuelles ne pouvaient pas changer le cours d'un conflit mondial. Ils n'avaient pas nécessairement tort. Le taux de survie parmi les membres actifs de la résistance était terrible. La probabilité d'apporter une contribution significative était faible. D'un point de vue purement rationnel, le choix le plus sûr était de faire profil bas, d'éviter la tension, d'attendre la libération plutôt que de risquer de la précipiter. Mais André de Jong et les milliers de personnes comme elle ont rejeté ce calcul. Elle comprenait que certains choix dépassent l'analyse coût-bénéfice, que certains impératifs moraux priment sur les considérations de sécurité personnelle. Elles ont agi non pas parce que le succès était garanti, mais parce que ne pas agir était impardonnable. C'était un courage d'un genre particulier. Non pas l'héroïsme spontané d'un instant, mais le courage soutenu pendant des années, la décision quotidienne de continuer malgré les risques, le refus d'abandonner, même lorsque l'abandon aurait été rationnel. L'épilogue de l'histoire d'André de Jong révèle l'impact durable de son exploit en temps de guerre. Les hommes qu'elle a sauvés ont continué à vivre pleinement. Carrière, mariage, enfants, petits-enfants. Les chiffres sont stupéfiants. 300 hommes sauvés signifient des centaines d'enfants nés qui autrement n'auraient pas existé, des milliers de petits-enfants, des dizaines de milliers de descendants dont l'existence remonte directement à une décision prise par une jeune Belge en 1940. Elle devait essayer. Mais l'impact s'est étendu au-delà de la génétique. Les évadés ont emporté leur expérience avec eux, façonnant leur compréhension du courage, du devoir et des possibilités de l'action individuelle. Nombre d'entre eux sont devenus des leaders dans leur communauté, des défenseurs de la justice, des protecteurs des vulnérables. Ils avaient vu des gens ordinaires se comporter de manière extraordinaire, et cette connaissance a éclairé chacun de leurs choix ultérieurs. Ils savaient que l'héroïsme était possible parce qu'ils en avaient été témoins, en avaient bénéficié, en avaient été sauvés. Les passeurs qui ont survécu ont tiré des leçons différentes. Ils s'étaient prouvé que l'action individuelle comptait, que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle, et que les systèmes d'oppression pouvaient être combattus. Cette connaissance a soutenu nombre d'entre eux pendant les difficiles années d'après-guerre, lorsque l'enthousiasme pour la résistance, célébré pendant le conflit, a cédé la place à des souvenirs plus ambigus. Tous ceux qui avaient collaboré n'ont pas été punis. Tous ceux qui avaient résisté n'ont pas été récompensés. La clarté morale de la guerre s'est estompée dans les gris complexes de la paix. Mais ceux qui avaient fait partie de la ligne Comète savaient ce qu'ils avaient accompli. Ils avaient sauvé des vies à une échelle que peu de gens atteignent en une vie. Ils avaient démontré que des réseaux décentralisés de personnes ordinaires pouvaient accomplir des objectifs qui semblaient impossibles. Ils avaient prouvé que la conscience organisée en action pouvait vaincre l'idéologie soutenue par la puissance militaire. Ces vérités sont restées valables, quelle que soit la manière dont le monde d'après-guerre a choisi de s'en souvenir ou de les oublier. André de Jong elle-même est restée réticente à revendiquer un statut particulier. Lorsque des journalistes l'ont retrouvée en Afrique, elle a détourné leurs questions, insistant que n'importe qui aurait fait de même. C'était faux, évidemment, manifestement faux.
La plupart des gens n'ont pas fait ce qu'elle a fait. La plupart des gens confrontés à l'occupation et au totalitarisme ont trouvé des moyens de survivre sans résister. Sa modestie était admirable mais trompeuse. Ce qu'elle a accompli a exigé non seulement du courage, mais une combinaison de courage, d'intelligence, de compétences organisationnelles et de clarté morale que peu de gens possèdent. Pourtant, son insistance sur l'ordinaire contenait une vérité importante. Le courage qu'elle a affiché n'était pas surhumain, mais profondément humain. Elle n'avait pas découvert de nouvelles capacités en elle-même. Elle avait simplement refusé de supprimer des capacités que tout le monde possède, mais que peu exercent. Le potentiel de courage extraordinaire existe chez les gens ordinaires. La question est de savoir si les circonstances l'éveillent et si les individus répondent à cet appel. La ligne Comète a prouvé qu'ils le peuvent et le font. 300 hommes ont survécu parce que des gens ordinaires, enseignants et agriculteurs, femmes au foyer et passeurs, ont décidé que leur conscience exigeait une action. Le réseau a réussi non pas parce que ses membres étaient exceptionnels, mais parce qu'ils ont choisi d'agir de manière exceptionnelle lorsque les circonstances l'exigeaient. Cette distinction est cruciale. Cela signifie que le courage affiché par André de Jonghe et ses collègues n'était pas un don rare, mais une possibilité offerte à quiconque prêt à en accepter le coût. Au cours des décennies qui ont suivi la guerre, la ligne Comète est devenue une étude de cas sur la résistance efficace, analysée par les historiens et les stratèges militaires cités dans les discussions sur la guerre asymétrique et les réseaux distribués. Les principes organisationnels qui ont fait son succès, compartimentation, autorité décentralisée, confiance dans les relations plutôt que la hiérarchie, ont été appliqués dans des contextes très éloignés de la Seconde Guerre mondiale. L'exploit de la ligne a été quantifié, analysé, intégré à la vaste littérature sur les mouvements de résistance. Mais ces traitements universitaires, aussi précieux soient-ils, manquent quelque chose d'essentiel, la réalité émotionnelle de ce que signifiait opérer dans un tel réseau. La peur constante, le poids de la responsabilité, la conscience qu'une seule erreur pouvait tuer non seulement soi-même, mais tous ceux liés au réseau. L'épuisement physique des traversées répétées des Pyrénées, la tension psychologique de maintenir des identités de couverture pendant des semaines, le traumatisme de voir des amis arrêtés en sachant qu'on ne pouvait pas les aider. Ces expériences ne peuvent être saisies dans des schémas organisationnels ou des analyses stratégiques. Les vétérans le comprenaient. Lorsqu'ils se rassemblaient pour des réunions, lorsqu'ils correspondaient par-delà les océans et les décennies, lorsqu'ils essayaient d'expliquer à leurs enfants ce que l'expérience avait signifié, ils luttaient qu'avec l'insuffisance du langage. Comment transmettre ce que l'on ressentait en grimpant dans l'obscurité en sachant qu'un seul faux pas pouvait signifier la mort? Comment expliquer le lien qui se noue entre le guide et l'évadé, entre l'aidant et le fugitif, forgé dans des circonstances de dépendance absolue et de risque absolu? Beaucoup d'entre eux n'ont pas essayé. Ils ont gardé leurs souvenirs privés, partagés uniquement avec ceux qui avaient été là, qui comprenaient sans explication. Le silence n'était pas dû à la honte ou au traumatisme, bien que les deux fussent présents, mais à la reconnaissance que certaines expériences transcendent l'articulation. La vérité de ce qui s'est passé dans les planques à travers la Belgique, sur les cols des Pyrénées, dans les salles d'interrogatoire du quartier général de la Gestapo, cette vérité appartenait à ceux qui l'avaient vécue. Et ils la gardaient précieusement, n'en partageant que des fragments avec le monde. Pourtant, ces fragments avaient une importance profonde. Chaque mémoire, chaque interview, chaque réunion a enrichi le registre historique, préservant des connaissances qui autrement seraient perdues. Les évadés et les passeurs mouraient. Mouraient maintenant. La dernière génération ayant une mémoire directe de la guerre disparaissant. Ce qu'ils laissaient derrière eux n'était pas seulement de la documentation mais un témoignage. La preuve que des gens ordinaires, confrontés à un mal extraordinaire, avaient trouvé en eux la capacité de résister. Cette preuve reste disponible pour les générations futures qui pourraient être confrontées à des choix similaires, qui pourraient se demander si l'action individuelle peut compter face à une puissance écrasante. La réponse fournie par la ligne Comète est sans équivoque « oui, c'est possible ». Une femme avec une carte et une conviction a sauvé 300 vies. Des centaines d'aides, chacun apportant de petites contributions, ont collectivement bâti une infrastructure qui a déjoué la Gestapo pendant des années. Les faibles ont vaincu les forts, non pas par la puissance militaire, mais par le courage, l'organisation et la capacité humaine fondamentale de solidarité face à l'oppression.
La dernière leçon de l'exploit d'André de Jong est peut-être la plus simple et la plus profonde. La liberté n'est pas une condition, mais une action. Les évadés ont ressenti cette vérité de manière viscérale. Un instant, ils étaient prisonniers de fait, fugitifs pourchassés en territoire ennemi. L'instant d'après, ayant franchi la frontière espagnole, ils étaient libres. Rien de matériel n'avait changé. Ils portaient les mêmes blessures, les mêmes vêtements, le même épuisement. Mais ils étaient passés d'un endroit où leur capture signifiait la mort à un endroit où leur survie était possible. La liberté n'était pas un concept abstrait, mais une réalité géographique, mesurée en mètres d'altitude gagnés, en kilomètres de territoire hostile traversé, le dernier pas de la France vers l'Espagne. Mais les passeurs ont vécu la liberté différemment, de manière plus paradoxale. Ils n'étaient pas libres au sens conventionnel du terme. Ils vivaient sous occupation, sujets à des arrestations arbitraires, leur vie contrainte par la peur et une vigilance constante. Pourtant, en choisissant de résister, en décidant que la conscience primait sur la sécurité, ils ont revendiqué une forme de liberté que l'occupation ne pouvait pas atteindre. Les nazis pouvaient contrôler le territoire, établir des points de contrôle, exécuter les résistants, mais ils ne pouvaient pas contrôler la décision de résister. Ce choix est resté libre, et en l'exerçant, les passeurs ont affirmé leur propre autonomie, même dans des circonstances conçues pour l'éliminer. Cette distinction entre la liberté comme condition et la liberté comme action traverse chaque récit d'évasion. Les évadés ont atteint le premier type. La libération d'un danger immédiat, le retour en territoire allié, le rétablissement de leur statut de soldat plutôt que de fugitif. Mais les passeurs ont atteint le second type, la liberté qui découle de l'alignement de ses actions sur ses valeurs, du refus d'être passif face au mal, de la revendication de l'autonomie morale, quelles qu'en soient les conséquences. Les deux formes de liberté étaient réelles, les deux précieuses, mais la seconde était en un sens plus fondamental. La liberté des évadés dépendait de la géographie et des résultats militaires, des facteurs hors de leur contrôle. La liberté des passeurs ne dépendait que de leur volonté de la choisir, de continuer à la choisir jour après jour malgré les coups. C'est pourquoi tant d'entre eux, lorsqu'on leur demandait plus tard pourquoi ils avaient pris de tels risques, peinaient à expliquer Le choix n'avait pas été ressenti comme de l'héroïsme, mais comme une nécessité, non comme de la liberté, mais comme le seul choix compatible avec le fait de rester soi-même. André de Jong incarna parfaitement cette compréhension. À Ravensbrück, dépouillée de tout, réduite à un numéro et à une tâche, elle est restée libre de la seule manière qui comptait vraiment, libre de refuser la capitulation intérieure, de maintenir son sens de soi, de préserver sa conviction, d'avoir agi justement, quelles que soient les conséquences. Le camp pouvait détruire son corps, mais pas sa volonté propre. C'est la liberté que le totalitarisme ne peut finalement pas atteindre, le cœur de l'autonomie individuelle qui résiste à toute tentative de contrôle. La guerre a pris fin. Les évadés sont rentrés chez eux. Les passeurs ont reconstruit leur vie. Mais l'expérience d'avoir revendiqué et exercé cette liberté fondamentale les marqua tous de manière permanente. Ils avaient appris que le courage était un choix accessible en toutes circonstances, que la résistance était possible même sans pouvoir, que l'action morale individuelle pouvait s'accumuler pour acquérir une signification historique. Ces leçons les ont soutenus à travers les compromis et les ambiguïtés de l'après-guerre, leur rappelant qu'ils avaient jadis vécu en accord avec leurs valeurs les plus profondes, et qu'ayant fait cela une fois, ils pouvaient le refaire si les circonstances l'exigeaient. En janvier 1941, dans un appartement froid de Marseille, une jeune femme avait étudié une carte rudimentaire et décidé de tenter l'impossible. 3 ans plus tard, lorsque la ligne comète cessa finalement ses opérations, elle avait prouvé que l'impossible n'était que difficile, que le courage individuel pouvait vaincre le pouvoir institutionnel, qu'un réseau bâti sur la conscience pouvait survivre à un autre bâti sur la terreur. Les 300 hommes qui survécurent emportèrent cette connaissance avec eux pour le reste de leur vie. Il en fut de même pour les centaines de passeurs qui rendirent ces survies possibles. Et il en est de même pour nous, héritiers de leurs témoignages, bénéficiaires de leurs preuves que des gens ordinaires, confrontés à un mal extraordinaire, possèdent en eux-mêmes la capacité de résister, d'endurer et, en fin de compte, de triompher. La pluie qui tomba sur Marseille cette nuit de janvier s'est évaporée depuis longtemps.
L'appartement où André de Jong étudiait sa carte a été rénové, son histoire oubliée par ses occupants actuels. Les routes à travers les Pyrénées sont maintenant jalonnées de plaques commémoratives, transformées de chemins d'évasion en sentiers touristiques. La preuve physique de la ligne comète a pour la plupart disparu, dissoute dans le paysage qui l'avait brièvement abrité. Mais ce qui demeure est plus durable que n'importe quel artefact physique. Le récit de ce qui s'est passé quand une personne a décidé que la conscience exigeait une action. Que des centaines d'autres ont fait le même choix. Ce récit témoigne de manière permanente de la proposition selon laquelle l'action morale individuelle compte, que la résistance distribuée peut vaincre le pouvoir centralisé, que la capacité humaine de courage et de solidarité est aussi réelle et puissante que celle de la cruauté et de l'oppression. Dans un monde qui semble perpétuellement en équilibre entre ses possibilités, l'histoire d'André de Jong et de la ligne comète offre non seulement l'histoire mais l'espoir. La preuve que des gens ordinaires ont affronté un mal extraordinaire et ont trouvé en eux-mêmes la force de résister. La preuve que les actions individuelles peuvent s'accumuler en une signification collective, l'assurance que le courage, une fois démontré, devient accessible à tous ceux qui choisissent de l'exercer. La femme qui a construit une ligne d'évasion à travers l'Europe occupée est morte paisiblement à Bruxelles en 2007, détournant toujours les éloges, insistant toujours qu'elle n'avait fait que ce qui devait être fait. Mais les hommes dont elle a sauvé la vie, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, se comptent maintenant par milliers, un monument vivant plus durable que n'importe quelle statue de bronze. Et la leçon qu'elle a incarnée, qu'une personne munie d'une carte et d'une conviction peut changer le monde, demeure aussi vraie et nécessaire aujourd'hui qu'elle l'était en cette nuit de janvier pluvieuse où elle a décidé pour la première fois d'essayer